Bienvenue dans cette deuxième partie de mon analyse slash résumé slash dépeçage de la série live action Avatar sur Netflix. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la regarder avant celle-ci, sinon vous risquez d'être un peu paumé. En plus, il y a des trucs où j'ai dit je reviendrai sur ce point et je vais y revenir dans cette vidéo. Non, j'avais pas oublié, j'ai juste découpé mon analyse n'importe comment. Vous allez faire quoi, m'arrêter? FBI! Bouge pas, je te dis! Vous êtes en état d'arrestation pour avoir triquité! Et triquité, c'est mal! Depuis quand? Depuis l'arrêté préfectoral du 6 mai 2023 sur les violences faites au goût des gens qui ont bien aimé des trucs! Vous payez ma tronche? Vous avez consacré une vidéo de plus d'une heure à triquiter les 4 premiers épisodes de la série! Et ça a rendu triste beaucoup de gens qui avaient bien aimé! Mais c'est pas grave s'ils ont bien aimé, leur identité dépend pas du fait d'avoir aimé un truc! Si! Ah. Et si je vous dis que j'ai bien aimé l'épisode 5? Wow, joue pas au plus malin! Mais c'est vrai! Tu vas pas t'en sortir comme ça, sale criminel! Le seul moyen pour que je te lâche, c'est que tu changes soudainement l'adresse IP! Ah bah ça tombe bien. Cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Ça commence à faire un moment que je travaille avec eux et que j'utilise leur VPN tous les jours pour sécuriser ma connexion internet. Un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un outil très pratique pour naviguer anonymement sur les mers sombres d'internet en toute sécurité. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et surtout de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec la géolocalisation, il vous permet de prendre une IP étrangère pour pouvoir par exemple suivre les courses automobiles sur la RTBF. De quoi avoir la frite. Cette fonctionnalité vous permet également de débloquer les contenus restreints géographiquement sur 40 plateformes de VOD incluant Netflix, Amazon Prime ou Disney+. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et plein d'autres. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin de partager le service avec votre famille ou vos amis. Pendant que mon PC est invisible aux yeux du monde, mon téléphone se balade allègrement sur les plages de Rio de Janeiro. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note excellente sur Trustpilot, vous pouvez faire confiance à CyberGhost VPN, ils sont au sommet du podium. Alors si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais. Cliquez sur mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, soit 2,03 € par mois. En plus, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous convient pas et il y a un support en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas un instant et cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Bon, donc on va attaquer la deuxième partie de mon analyse de la série. Si jamais vous êtes là, je pars du principe que vous avez vu la première. Alors comme on dit par chez moi, on va pas tortiller du cul pour chier droit, voyons voir ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu, ne croyez pas que la série se libère de tous ses défauts, dans ce 5e épisode. L'épisode commence in medias res, c'est-à-dire au milieu des choses, après une ellipse temporelle dont la durée n'est pas précisée et qui permettra de dire que des choses se sont passées hors champ. Et déjà là, je suis content. Je me suis plaint auparavant des quelques fois où des événements hors champ intervenaient dans le récit. Mais ça veut pas dire que le hors champ est une mauvaise chose. Comme tout en narration, c'est un outil. Il est très utile pour enrichir une histoire et donner l'impression qu'elle existe au-delà de ce qu'on nous raconte. Ce qui est moins bien, c'est quand le hors-champ sert à résoudre des points importants de l'intrigue. J'ai tendance à considérer que si un obstacle est présenté à l'écran mais qu'il est surmonté hors-champ, c'est une facilité d'écriture. Obtenir une information cruciale, vaincre un ennemi, résoudre un conflit, ce sont des choses qu'idéalement on devrait montrer parce que c'est la substance d'un récit. En gros, quand on introduit un problème à l'écran, la solution ne devrait pas être trouvée hors-champ, c'est de la triche. C'est refuser de raconter son histoire. Mais quand des personnages ont des aventures contenues hors champ, y a pas de souci. Qu'ils aient trouvé des solutions qu'on n'a pas vues à des problèmes qu'on n'a pas vus, ça marche très bien. Voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer la nuance. Donc nos héros sont dans une forêt poursuivis par des soldats de la Nation du Feu, ils échangent des répliques sarcastiques en se battant, on retrouve beaucoup l'esprit du dessin animé et ça fait un super début d'épisode. Ah, vous vous souvenez quand j'ai dit que Katara était pas là au moment où Bumi a utilisé sa technique ? Bon bah voilà, 45 secondes et on a déjà un problème de cohérence. Je vais être généreux et supposer qu'elle a vu cette technique d'un autre maître de la Terre pendant les aventures hors champ. Mais bon, ça coûtait pas grand chose de faire arriver Katara 30 secondes avant pour qu'elle voie à l'écran ce qui va devenir sa technique phare. Nos héros s'enfuient à dos d'appât en riant. Aang complimente Katara sur sa technique. Pour la première fois depuis le début de la série, j'ai l'impression de voir des enfants qui s'aiment bien et qui s'amusent durant leurs aventures, ça fait du bien. Ça renforce malheureusement les défauts du début parce qu'on a un aperçu clair de ce qu'on aurait pu avoir, mais au moins on a un peu de fun dans cette série familiale. Bon, évidemment ça dure 1 minute, puis Katara nous redit l'objectif qu'on connaît depuis l'épisode 1, c'est-à-dire rejoindre le pôle Nord pour rencontrer des maîtres de l'eau, et Aang se remet à tirer la tronche. On apprend aussi que la course-poursuite qui a commencé cet épisode est la conséquence de Sokka qui a dragué une maîtresse du feu, ce qui nous montre que suffisamment de temps s'est écoulé pour qu'il oublie Suki. Ah, les amours adolescents. Puis Aang remarque que la forêt qu'il survole a été brûlée.
Et ce qui est très dommage, c'est que s'il avait pas commencé à tirer la gueule sans raison juste avant, ça aurait été une très bonne raison de le faire passer en mode sérieux. Le contraste, les amis, c'est important. Passer de 3 amis souriants à une révélation sombre et sérieuse, c'est ce que faisait très bien le dessin animé. Ici, en voulant mettre du sérieux tout le temps, les transitions tonales sont moins marquantes par manque de contraste. Attention, un grand moment des experts Royaume de la Terre. Fire Nation. Non, tu crois, Sokka? Cette forêt à la frontière avec la Nation du Feu, on le sait parce que Katara l'a dit juste avant, We're getting closer to the Fire Nation border. qui a été brûlée par du feu, qui a bien pu faire ça? Heureusement qu'ils ont laissé un indice. Comme j'ai dit, cette série a un problème de redondance et de ne pas avoir confiance dans l'intelligence de ses spectateurs. Évidemment, Aang tire la tronche en disant que c'est sa faute, car son trait de personnalité préféré, c'est « Je possède la responsabilité ». Ah, et j'adore comme il fait son monologue dos à ses amis, comme s'il était au théâtre. La mise en scène incroyable. Momo se matérialise quelques instants pour déterrer un gland, car le symbolisme c'est facile à écrire, et Katara le donne à Aang en explicitant le symbolisme de mort et de résurrection. Un peu plus loin, l'inspecteur Sokka tombe sur une petite fille avec une poupée qui s'enfuit et la laisse tomber quand Katara et Aang le rejoignent. Ils la suivent jusqu'à son village pour lui rendre, et attention, inspecteur Aang... Something bad happened here. Non. Dans le village à moitié cramé au milieu de la forêt carbonisée sur le front ennemi. Ah, c'est un véritable détective de génie. Le villageois explique qu'après l'incendie, des choses étranges ont commencé à se produire. Un groupe de volontaires, partis chercher de la nourriture et incluant son fils, n'est jamais revenu. Et il pense que la cause est spirituelle. Tiens, encore un truc mal géré jusqu'ici qui est bien fait, l'exposition. On doit faire de l'exposition quand on écrit, c'est inévitable. Il faut établir les choses et si on doit faire de notre mieux pour montrer au lieu de dire, des fois on est obligé de dire. Tout n'est pas montrable. L'exposition est un outil, elle peut être bien utilisée ou mal utilisée. Le truc quand un personnage fait de l'exposition, c'est qu'un mauvais auteur a tendance à l'utiliser comme un panneau d'information pour le public. J'ai besoin de dire ça pour mon histoire, donc je vais le faire dire par un personnage sans qu'il ait de raison de le faire. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des absurdités du type un personnage dit à un autre personnage qui il est. Le truc c'est de se demander pourquoi, dans la diégèse, un personnage donnerait cette information. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dans cette scène, il la donne parce que Aang a demandé des informations. C'est tout. Derrière, on peut supposer qu'il parle de ça parce qu'il espère que ces inconnus pourront l'aider, mais c'est même pas nécessaire. Donc ici, les enjeux de l'épisode nous sont dits, mais ça a du sens parce que les personnages ne les connaissent pas et les demandent. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est pour ça que ça me saoule quand c'est mal fait. Aang utilise la force pour vérifier l'intuition du villageois et confirme que les disparus sont dans le monde des esprits. Puis accepte la quête pour aller les rechercher. Pendant ce temps, Zuko se comporte comme tous les petits cons de managers qui parlent mal à leurs employés et sont surpris de ne pas être respectés dès qu'ils tournent le dos. Ah tiens, Azula et Ozai. Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce récit ? Absolument rien, c'est bien ce que je me disais. Non, en gros, c'est une scène de plus où Ozai rabaisse Azula pour la rendre jalouse de son frère, ça n'apporte rien à l'histoire, ça contribue à faire d'Ozai une peste manipulatrice et d'Azula une victime complexée. Je suis pas fan de ce qu'ils font avec ces personnages, alors qu'ils auraient pu les omettre complètement de l'histoire sans rien changer. Regardez comme il est trop fier d'avoir rabaissé sa fille de 13 ans. C'est pas un grand méchant, c'est une mean girl. On retrouve Aang qui fait un paragraphe d'exposition à ses deux amis en marchant dans la forêt, et troisième bonne version d'un truc qui me saoulait jusqu'ici. Ok, pourquoi j'ai pas arrêté de souligner quand des personnages parlent en marchant dans la dernière vidéo? Ça semble étonnant comme fixette. Tout simplement parce que quand je vois ces scènes, je me demande toujours pourquoi ils marchent. Ici, ils marchent parce qu'ils se rendent quelque part. Ils se déplacent d'un point A à un point B pour trouver un portail vers le monde spirituel. Très bien, mais dans les exemples précédents, il n'y a pas de raison. Ils marchent parce que ça fait une scène plus dynamique à l'écran. Ils marchent pour des raisons extra-diégétiques, parce que c'est plus stimulant visuellement que s'ils parlaient sans bouger. J'ai pas de problème avec le fait que des gens parlent en marchant. Je le fais aussi dans la vraie vie. J'ai de très bons amis qui parlent en marchant. Mais quand on écrit un dialogue, on a plusieurs outils pour communiquer des informations. Les lignes de dialogue en elles-mêmes, oui, mais aussi le corps des personnages. Un personnage qui se lève subitement sous le coup de l'émotion, un personnage qui s'arrête pour marquer une opposition, ou encore un personnage qui trébuche parce qu'il perd ses moyens, le mouvement est aussi un outil narratif. Dans les épisodes précédents, je peux deviner clairement que la seule indication dans le script, si elle existait, c'était « ils se mettent à marcher ». Ça ne raconte rien, c'est purement de la forme, du style. Je dis pas que la forme et le style c'est pas important, mais quand je vois clairement que les personnages déambulent sans raison diégétique, tout ce que je vois c'est le vide et la pauvreté de la scène. C'est du mouvement pour le mouvement, c'est du bruit. Ici, ils marchent pour aller quelque part, donc c'est justifié dans le récit et leur mouvement accompagne ce qu'ils disent. Côté exposition, Aang explique des informations importantes à l'intrigue et il est
logique que Katara et Sokka ne soient pas au courant des choses spirituelles, alors que lui, un moine, les connaisse plutôt bien. Bon après c'est évidemment pas non plus incroyable, on retrouve les travers habituels de la série. Il faut qu'il explique en plus son arc de personnage, qu'il parle de responsabilité, et qu'il explique pourquoi ils s'arrêtent alors qu'ils doivent se rendre au pôle Nord. C'est pas parce que c'est mieux que c'est encore réussi. Ils arrivent finalement à un hôtel dédié aux esprits de la forêt, et Aang se met à méditer pendant que Katara et Sokka gardent son corps matériel. Aang les engueule parce qu'il parle, c'est vraiment une version du personnage pas sympa pour un sou. La nuit tombe, et Aang réussit enfin à rejoindre la force. Mais par accident, il a également emporté les esprits de Katara et Sokka avec lui dans le monde des esprits, aussi nommé le filtre aberration chromatique. Bon par contre, comme c'était pas évident qu'ils étaient dans le monde des esprits, je rappelle que les spectateurs savent à peine comment respirer, ils ont clairement redoublé en post-synchro une ligne de Aang pour expliciter l'évidence. We're in the spirit world. Zuko et Iroh mènent l'enquête en territoire occupé et on commence à voir des dialogues un peu sassy pour Zuko, il a hérité du côté mean girl de son père on dirait. Ils entrent dans une taverne et Zuko soudoie discrètement l'aubergiste pour obtenir des infos. Il découvre ainsi que les rumeurs circulent sur l'Avatar et on a droit à quelques références à des épisodes du dessin animé qui n'ont pas été adaptés par manque de temps. Ce qui est plutôt fun, j'ai aucun souci avec le fait de couper l'épisode du canyon. Zuko n'est pas content que tout le monde soit au courant de son scoop quand il tombe soudainement sur la chasseuse de primes et sa taupe au museau dégueulasse. J'adore le fait qu'elle flirte avec Iroh, ses réactions sont très drôles. Clairement la tête d'un mec qui se dit y'a moyen. Dans le monde des esprits, Aang parle à Katara de Gyatso parce que, évidemment, il va apparaître dans cet épisode et les scénaristes ont peur qu'on ait oublié qui c'est car nous sommes d'énormes nourrissons sans mémoire. Sokka a peur de toutes les bébêtes hors champ et normalement je critiquerais le fait que c'est clairement des économies de budget, mais j'aime bien l'idée que ça peut sous-entendre que Sokka imagine des trucs qui sont pas là. Il tombe alors sur l'esprit de la connaissance, j'ai oublié son nom et j'ai la flemme d'aller chercher, mais seul Aang peut le comprendre. Et j'adore comme il est déterminé à ne pas l'expliquer à ses amis et à les laisser penser qu'il est devenu fou. Le hibou dit que Katara et Sokka sont en danger car ils risquent d'être confrontés à qui ils sont vraiment au fond d'eux et indique à Aang que quelqu'un, on se demande bien qui, peut l'aider. L'important c'est de rester sur le chemin comme dans le Magicien d'Oz. Ah, une scène avec Azula, on peut la passer. Iroh essaye de convaincre Zuko d'engager la chasseuse de primes et il a clairement l'énergie d'un mec qui vient de pécho en secret derrière une cabane. Aang explique à ses amis ce qu'a dit le hibou mais les rassure avec le meilleur sourire qu'il est capable de simuler. Très efficace. Il tombe alors sur l'esprit de la forêt et je tiens à donner un bon point pour le design et les effets sur cette créature, franchement c'est stylé. Évidemment, nos héros sont séparés suite à cette rencontre et réalisent que leur pouvoir ne fonctionne pas dans le monde des esprits. C'est ballot. Bon, il y a des fonds verts un peu douteux dans ces scènes, mais au moins on sait où est parti le budget FX. Sokka tombe sur un esprit renard avec une voix féminine qui lui font réaliser qu'il est peut-être bien furry, tout compte fait. Katara tombe sur elle en enfant, et encore un bon point, je trouve que l'horreur est bien gérée. Bon, l'horreur moins de 10 ans, mais niveau ambiance et rythme, ça marche très bien dans cette scène. Katara est ainsi propulsée dans une vision de son village d'enfance où elle retrouve Feu sa mère. Et ici aussi, c'est vraiment bien. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je continue de déchirer allègrement l'épisode que j'ai annoncé avoir bien aimé. Mais là, on entre dans une des scènes qui font que je l'ai apprécié. Déjà parce que c'est du show don't tell, c'est plus Katara qui nous dit sa backstory, on la voit, mais en plus on la voit à travers les yeux de la Katara du présent, ce qui lui donne encore plus de sens et d'impact. On a donc un petit moment du quotidien avec Katara, sa mère et sa grand-mère, soudainement interrompu par ce qu'on comprend être l'attaque du village par la Nation du Feu. Et j'adore comme soudainement, durant l'attaque, quand Katara réalise que sa mère l'emmène vers l'endroit où elle sait qu'elle va mourir, on change d'actrice. Elle redevient la petite fille impuissante qu'elle était, forcée de revivre le traumatisme qu'elle porte encore en elle à ce jour. Les maîtres du feu cherchent un maître de l'eau. Katara essaye de sauver sa mère en utilisant ses pouvoirs et cette dernière prétend être la maîtresse de l'eau qu'il cherche pour sauver sa fille au prix de sa vie. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, j'avais parlé du fait que sans violence excessive à l'écran, brûler un personnage vif c'était cool et donc que la série avait pas réussi à retranscrire l'horreur du génocide des maîtres de l'air. Ben voilà un nouveau truc qu'ils réussissent ici, avec un simple changement, sans doute l'outil le plus essentiel en narration, un point de vue. La scène, c'est pas un personnage qui crame, c'est Katara qui voit sa mère tuée sous ses yeux. Et avoir ce cadre, cette réaction, ça change complètement les choses et ça fonctionne ce coup-ci. Ça ajoute en plus la culpabilité au traumatisme de Katara puisqu'elle a causé la mort de sa mère en essayant d'utiliser son pouvoir. Ça donne plus de poids à ce qu'on a vu avant et ça justifie le changement de personnalité par rapport au dessin animé. Même si j'aime pas ce choix, attention, c'est pas parce que cette version de Katara est cohérente dans sa diégèse que c'est pas un assassinat du personnage original. La culpabilité et le traumatisme liés à son pouvoir pouvaient très bien fonctionner avec une personnalité forte. C'est pas parce que ça explique pourquoi elle est une serpillère que ça justifie qu'elle soit une serpillère. Mais un bon point pour une scène d'émotion réussie
réussi qui se termine en introduisant la menace principale de ce double épisode, Ko le dévoreur de visages. Sokka va à son tour vivre un flashback, cette fois-ci lié à son père qui exprime ne pas être fier de lui. C'est moins fort que ce qu'a vécu Katara, ce qui m'énerve un peu parce que le personnage à la forte personnalité a un trauma assez léger, tandis que Katara, littéralement forgé dans les flammes, est une serpillère. Bon, passons. La scène en elle-même fonctionne très bien pour établir le complexe de Sokka par rapport à son père et son rôle dans la tribu. Et pareil, il se fait jumpscare par Ko. Aang, de son côté, ne se laisse pas avoir par la vision de son passé et rencontre directement le dévoreur de visages, encore un très bon point en termes de design et de FX, il est exactement aussi terrifiant et dérangeant qu'il le devrait. Ko compte bien dévorer Katara et Sokka si l'avatar ne lui rend pas ce qu'il lui a volé dans une vie précédente. Aang s'enfuit et tombe sur Gyatso, quelle surprise! Et encore une fois, on est sur une scène très sympa, avec un bémol évidemment, elle aurait beaucoup mieux marché sans le prologue de l'épisode 1. Il n'y avait aucun problème à ce qu'on voit Gyatso pour la première fois en dehors d'un flashback ici. La relation amicale et facétieuse entre les deux personnages nous est montrée au lieu de nous être dite, sans déconner qui est le ou la scénariste compétent qui a été engagé et pourquoi vous lui avez pas filé les autres épisodes aussi. Gyatso explique à Aang qui est Ko, on est sur de l'exposition nécessaire et logique, et Aang devine qu'il a également capturé les villageois. Gyatso lui apprend que l'avatar précédent, Roku, aurait affronté Ko et lui aurait dérobé un bien précieux. Mais le temple de Roku est dans la Nation du Feu! Qu'est-ce qui se passe? Je suis soudainement investi dans les événements du récit maintenant qu'ils sont logiques et motivés par les choix et les objectifs des personnages! Incroyable! Avant que Aang ne reparte, Gyatso lui explique qu'il ne doit pas porter la responsabilité de son absence. Enfin, bordel! Et Aang lui demande s'ils pourront en parler quand il reviendra. Gyatso lui répond bien sûr et on devine qu'il ment, et c'est très touchant tout ça. Puis il fait une voix off à sa fenêtre pour conclure l'épisode, soit. Aang plante le gland, la symbolique tout ça, puis il dit au revoir à Appa et Momo qui se sont matérialisés pour qu'il puisse leur dire qu'il part seul pour le temple de Roku. Gyatso continue sa voix off, qui s'applique également à Zuko, et Azula est là aussi. Aang survole la Nation du Feu, et l'épisode se termine. Et je vous assure, je l'ai bien aimé. Il est pas incroyable, mais il a des petites fulgurances très sympas qui justifieraient presque l'existence de cette série. Et en comparaison aux 4 précédents, c'est un chef-d'œuvre. Mais sans plus attendre et sans petit interlude sympa, parce que je considère que ça va jusqu'ici, je vous invite à passer à l'épisode que je considère comme le meilleur de la saison, le 6e. On commence dans le passé de Zuko avec une voix off de son oncle qui nous parle d'identité, de masque et de véritable visage. On retrouve donc un Zuko doux et innocent avec plus de cheveux et de peau intacte. C'est une scène qui illustre bien la relation entre oncle et neveu, le tempérament de ce Zuko pré-exil, montrant le fameux chez lui où il se bat si fort pour rentrer aujourd'hui. Et si je dois faire une critique, c'est que cette scène fonctionnerait beaucoup mieux si c'était notre premier aperçu du jeune Zuko, après avoir vu des indices dans le présent de cette gentillesse désormais enfouie. Mais ce sont les péchés des épisodes précédents, je n'en accablerai pas celui-ci. J'aime beaucoup cette transition brute entre le passé et le présent, je trouve qu'elle marche très bien. Donc Zuko découvre que son équipage s'est retourné contre lui sous les ordres du désormais amiral Zhao. C'est le point de départ d'un mini-arc au sein de l'épisode entre Zuko et son équipage, représenté notamment par son lieutenant, qui va beaucoup se nourrir des flashbacks, justifiant leur rôle à l'échelle de cet épisode, en plus du rôle qu'ils jouent à l'échelle de la série, pour mieux comprendre le personnage de Zuko. Donc au début de l'épisode, Zuko n'a ni le respect ni la confiance de son propre équipage, et Iroh essaye de le défendre. La marionnette numérique de Aang arrive au temple de Roku, au passage je trouve les décors très jolis. En voyant des sages, ils se présentent car ils sont censés être des hommes de paix fidèles à l'avatar avant tout. Mais ils l'attaquent ayant changé leur allégeance en faveur d'Ozai. Heureusement, un fidèle à l'avatar aide Aang à leur échapper. La chasseuse de primes suit sa trace et c'est là que je vais un peu pinailler comment il a laissé une trace olfactive en volant sur des centaines de kilomètres. Genre je veux bien qu'elle trouve un bout de tissu dans la forêt où il était, mais la piste devrait mener à l'endroit où il s'est envolé puis disparaître. Donc elle aurait dû tomber sur Appa, Momo et les corps de Katara et Sokka. Enfin bon, passons. Aang rejoint la statue de Roku et les reliques des anciens avatars. Le gentil prêtre va retenir les méchants pendant que Aang communie avec sa précédente incarnation. Et c'est assez dingue de voir Roku écrit avec le sens de l'humour qu'avait Aang dans le dessin animé. En quelques lignes de dialogue, il a plus de personnalité que 90% du cast de la série. Et vous voyez, quand je parlais de contraste, Roku est jovial avec une petite note de tristesse quand il sous-entend sa backstory, parce qu'il faut pas trop en espérer non plus, mais il reste globalement léger et souriant, jusqu'à ce que Aang mentionne Ko, et là d'un coup, il devient sérieux et ça appuie la menace représentée par l'antagoniste. Roku explique donc qu'il a volé le totem de Ko qui appartenait à sa mère, grâce à qui l'identité existe. On a un lien direct entre le récit et les thèmes qu'il explore, je vais chialer, y a quelqu'un de compétent qui a travaillé sur ce script! Avant que Aang ne parte, Roku lui explique que l'avatar doit s'attendre à une vie solitaire et que ses amis peuvent être un problème, ce qui a du sens avec sa backstory dans le dessin animé, et c'est clairement le thème sur lequel essaye de se construire la série. Et je vais encore pinailler un petit coup. Aang sait qu'il est en danger et il ne laisse pas Roku prendre possession de son corps comme il l'avait fait avec Kyoshi.
J'aurais bien voulu une explication de pourquoi. Donc Aang se fait capturer par la chasseuse de primes qui doit avoir un pouvoir de téléportation en plus des super capacités de pistage de ses bestioles. La chasseuse de primes lui fait donc un petit speech classique de personnage cynique face à un personnage idéaliste, rien de bien spécial mais ça fait le café. Puis Zuko et Iroh arrivent avec un petit peu plus de flirt, Iroh a un Reese, c'est officiel. Aang les supplie de le laisser partir pour sauver ses amis, Zuko refuse et notre héros répond qu'il n'a pas toujours pu être comme il est. Flashback. Un jeune Zuko assiste à son premier conseil de guerre où il n'impressionne pas franchement son père. Un général propose une attaque qui coûtera la vie à de nombreuses recrues du 41e bataillon, et Zuko proteste, démontrant sa personnalité bienveillante, voire naïve. Il insulte le général, ce qui énerve Zai et déclenche un Agni Kai. Dans le présent, Zhao rattrape Zuko et s'empare de l'avatar qu'il fait enfermer dans une forteresse au sein de la Nation du Feu pour la nuit. Toujours exilé, Zuko ne peut pas y aller et son oncle lui affirme que c'est une forteresse impénétrable. Aang est enchaîné et Zhao vient le voir, il lui explique qu'il ne sera pas tué pour éviter la résurrection d'un nouvel avatar, mais qu'il sera emprisonné toute sa vie dans des conditions affreuses. Aang l'humilie avec un coup de vent puis sourit. La vache, c'est tellement rare dans cette série, l'acteur qui joue Zhao s'éclate clairement dans le rôle. Il fait un discours devant ses troupes et ordonne de faire la giga-teuf pour célébrer sa grande victoire. Mais aux abords de la forteresse, un mystérieux démon bleu rôde. Caché sous une charrette de vin, il réussit à s'infiltrer dans une séquence qui gère très bien la tension et le risque de se faire repérer. Le démon bleu assomme des gardes et les empêche de sonner l'alarme, puis atteint la cellule de l'avatar, il fonce sur lui, lame en avant et brise ses chaînes. Et je vous jure, ça fait du bien! Une scène qui laisse un doute sur qui est le démon bleu, quelles sont ses intentions. Alors évidemment, j'ai vu le dessin animé, je sais très bien. Mais justement, l'épisode fait comme si on ne savait pas. Il raconte sa propre histoire. C'est vraiment mon exigence principale pour la série, raconte ton histoire toi-même. Donc le mystérieux démon bleu libère Aang et lui fait signe de le suivre. Zhao tombe sur la cellule vide et sonne l'alarme. Aang et le démon bleu se battent contre les soldats du feu dans la meilleure scène de combat de la série. Que ce soit au niveau de l'écriture, où il y a une progression claire d'action et de réaction, que de la mise en scène qui est lisible et dynamique. Bon, par moments les marionnettes numériques sont un peu évidentes, mais on peut pas trop en demander. Ce moment avec les échelles est super inventif, bien réalisé et surtout très fun. Malheureusement, Zhao les arrête avant qu'ils n'atteignent le mur extérieur. Le démon bleu menace alors de tuer l'avatar. Et pareil, ça c'est super bien. On présente un problème et un personnage apporte une solution basée sur les informations qu'on connaît. On sait que Zhao ne veut pas la mort et la résurrection de l'avatar, et comme il ne sait pas qui est ce démon bleu, il n'a aucun moyen d'être sûr qu'il bluffe, et ne peut donc pas prendre le risque. C'est bien écrit, c'est tout. Donc Zhao laisse le démon bleu quitter la forteresse avec l'avatar, mais il n'en reste pas là et ordonne à une de ses archères d'élite de le sniper. Aang utilise alors ses pouvoirs de façon créative pour lever un nuage de poussière et s'enfuir avec le démon bleu assommé. Il retire alors le masque de son sauveteur et découvre que c'est Zuko. Et ça marche, bon sang, vous voyez que vous pouvez cacher une information pendant plus de 2 minutes pour créer un effet. Parce que même si je le savais très bien, j'ai vu le dessin animé, ça fonctionne parce que Aang, lui, ne le sait pas, et on le découvre en même temps que lui, ce qui fait qu'on est pris dans la scène. Comme je l'ai dit, le point de vue, c'est l'un des outils les plus essentiels pour raconter une histoire. Aang entend les gardes s'approcher, s'apprête à s'enfuir, mais ne peut pas se résoudre à abandonner Zuko. Pareil, c'est simple mais efficace, c'est du show don't tell pur. On a donc la première scène de dialogue entre notre protagoniste et notre deutéragoniste qui n'est pas un combat. Forcé d'attendre que les gardes lâchent leur poursuite, les deux ennemis prennent le temps de discuter. Et j'aime beaucoup comme ils utilisent le cahier que Aang a volé pour initier une discussion légère qui nous rappelle qu'au-delà des nations, des guerres, des conflits, ce sont deux enfants. D'ailleurs, je crois que c'est la seule scène de la série où je peux croire que cette version de Aang est quelqu'un qui se fait des amis facilement. Et Zuko y répond positivement, ce qui fait apercevoir la possibilité d'une amitié entre ces deux personnages. Si seulement il y avait la même alchimie entre Aang, Sokka et Katara, la série serait tellement mieux. Mais c'est déjà cool qu'il y ait un truc qui fonctionne entre Aang et Zuko. Au moins, ça c'est réussi. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour la rédemption de Zuko, qui remet rapidement son masque, vous vous souvenez du thème de l'épisode, et rejette Aang quand il lui parle de compassion. Il l'attaque, Aang se défend et l'assomme, en s'excusant et en supposant qu'il a déjà été assez blessé. Flashback à l'Agni Kai, où Zuko est surpris de découvrir qu'il ne va pas affronter le général, mais son père qui compte lui donner une leçon. Iroh proteste, mais rien ne peut arrêter la colère d'Ozai. C'est fou comme quand ils adaptent les événements du dessin animé, ils représentent bien mieux Ozai. Là, il est menaçant, imposant et cruel comme il faut, pas en train de se balancer des fions avec sa fille. Lors du combat, Zuko a une opportunité de vaincre son père, mais l'épargne, ce qui enrage Ozai, pour qui la compassion est un signe de faiblesse. Pour le punir, il lui donne sa fameuse cicatrice sous les regards impuissants de l'assistance et de Azula qui kiffe. On a une meilleure caractérisation pour Azula qui apparaît littéralement 2 secondes que dans toutes les autres scènes de la série. Zuko se réveille dans une barque où Aang l'a mis, il lui parle de son ami d'enfance dans la Nation du Feu et lui demande s'ils auraient pu être amis avant la guerre, lui et Zuko. Ce dernier lui répond très poliment que non, et Aang pousse sa barque dans l'eau. Les deux ennemis s'éloignent à nouveau jusqu'à leur prochaine rencontre.
Sur le bateau, Airo guette impatiemment l'horizon cherchant un signe de vie de son neveu. Il explique au lieutenant que Zuko tient trop à son équipage. Celui-ci n'est pas convaincu, alors l'oncle lui raconte comment ils en sont arrivés à servir sur ce navire. Peu après l'Agni-Kai, Airo est au chevet de son neveu et le rassure sur le fait qu'il n'a pas perdu l'usage de son œil, et il fait une petite blagounette pour essayer de lui remonter le moral sans grand succès. C'est là qu'Ozai arrive pour expliquer à son fils qu'il doit être fort et éliminer les faibles, que c'est pour ça que le 41e bataillon doit être sacrifié. Mais Zuko répond que les faibles peuvent parfois devenir plus forts. Ozai décide alors d'exiler Zuko pour l'endurcir jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'avatar. Et comme il a montré de la compassion pour le 41e bataillon, ils seront exilés avec lui et lui serviront d'équipage. Le lieutenant comprend alors que s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à Zuko et que son exil est la conséquence d'avoir voulu sauver tous les hommes à bord de son navire. La barque de Zuko est alors repérée, il est remorqué et après un court échange avec Airo où on sent l'envie qu'il a d'exprimer son affection sans y arriver, l'équipage lui accorde un accueil digne du prince qui a sauvé leur vie à tous. Ainsi se conclut le mini-arc de Zuko et son équipage. C'est pas grand chose, mais c'est bien fait. Le tout se termine avec une autre voix off de Airo qui parle des masques qu'on porte devant les gens et pourquoi on les porte, pourquoi on les enlève, tandis que Aang rejoint ses amis encore inconscients et retourne dans l'antre de Ko où il échange le totem contre Katara, Sokka et les villageois. La narration d'Airo revient sur ce qu'a dit Roku concernant les amis qui peuvent devenir un problème ou un point faible, la peur de les perdre, d'être abandonnés, et Aang retourne dans la maison spirituelle de Gyatso qui n'est plus là, comprenant qu'il ne le reverra plus. Aang et Zuko sont alors mis en parallèle après cette aventure qui les a poussés loin de leur zone de confort et les a confrontés tous les deux à leur passé et leurs regrets. Airo tombe sur le masque du démon bleu et parle du masque métaphorique que l'on porte pour se protéger du monde et des autres, ou bien du masque que l'on porte pour montrer qui on est vraiment au fond. Et la vache, c'est super bien! Sincèrement, c'était un super épisode! Les personnages sont bien écrits, le rythme et la structure sont maîtrisés, il y a des thèmes à la fois implicites et explicites qui sont explorés, les moments d'émotion fonctionnent. D'un côté, ça fait du bien, mais de l'autre, ça fait beaucoup de mal parce que j'aurais voulu que le reste de la série soit à ce niveau. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir ce genre de voix off dans tous les épisodes ou presque, parce que ça permet d'effectivement dire au lieu de montrer, mais en empiétant beaucoup moins sur les personnages et l'intrigue. Et une voix off, ça permet de montrer aussi un peu, puisque ce qui est à l'image ne correspond pas forcément à ce qui est dit. On peut créer des échos, des analogies, de l'ironie, bref, de la profondeur. Sans déconner, si je dois donner une note arbitraire à l'épisode précédent, c'est un 11 sur 20. Pas encore bien, mais acceptable. Cet épisode-là, c'est un 14 ou un 15, il y a une mention. C'est maîtrisé, on sent que l'exercice a été compris. Je pense que c'est les deux épisodes qui sont certes pas à la hauteur du dessin animé, mais dignes d'en être une adaptation. Aucun autre épisode n'a la moyenne par contre, et ça inclut les deux derniers, malheureusement. Donc avant de s'attaquer à la conclusion de cette saison, je vous propose, je sais que ça vous a manqué, un petit interlude sympa. Petit interlude sympa. On commence immédiatement là où on s'est arrêté. Le lieutenant informe Zuko que Zhao veut l'arrêter pour trahison. Et on repart direct sur de mauvaises habitudes. Ok, donc la façon dont c'est présenté, le lieutenant court sur le navire, puis commence à raconter ce qu'il vient tout juste d'apprendre, avec des images qui illustrent ce qu'il raconte. Donc c'est pas une voix off, c'est le lieutenant qui parle à Zuko avec des flashbacks pour accompagner sa tirade. Tiens, petite parenthèse pour ceux qui savent pas, un personnage qui parle tout seul pendant longtemps, c'est un monologue, un personnage qui parle tout seul à quelqu'un pendant longtemps, c'est une tirade. La différence, c'est s'il y a un interlocuteur ou pas. Bref, pourquoi j'ai applaudi l'épisode précédent pour sa voix off et pourquoi j'aime pas ce qui se passe ici? Parce que ça pète le rythme et donc la tension de la scène. En fait, la seule information que Zuko a besoin d'entendre, c'est « Zhao va vous arrêter pour trahison ». Lui n'a pas besoin d'un détail de plus. Nous, le public, c'est vrai que c'est mieux si on sait comment cette information est arrivée au lieutenant. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus. L'épisode aurait pu directement commencer par ce qui se passe dans le flashback. Le lieutenant entend l'ordre donné d'arrêter Zuko, il court le prévenir et on peut se concentrer sur la réaction de Zuko et la suite de ses actions. En termes de rythme, c'est bien plus efficace. Ici, le rythme c'est « Urgence! Stop !» Je raconte ma petite soirée. Ok, maintenant, re-urgence! Au pire, on pouvait sauter les explications, c'est moins grave de pas savoir comment il a eu l'info. C'est pas comme la scène avec Katara et Aang en prison. C'est une information qu'il est cohérent de pouvoir obtenir puisqu'on sait qu'il est officiellement sous les ordres de Zhao. Bref, c'est pas très grave, mais c'est déjà pas terrible et ça ne fait que commencer. Airo dit à Zuko de fuir, il monte seul à bord d'une barque, puis on découvre que tout ça faisait partie du plan de Zhao. La barque de Zuko est piégée avec du gel explosif. Zuko voit une étincelle enflammer le gel, et la barque explose sous les yeux d'Airo. Je suis sûr que l'épisode expliquera la solution qui a permis à Zuko de survivre à cette explosion.
Sur le dos d'Appa, Aang raconte son crush sur Zuko, puis ils arrivent à la tribu du Nord. J'adore le mec qui est dos à eux et qui leur souhaite la bienvenue comme ça, sans attendre qu'ils atterrissent. Aang reconnaît les décors qu'il a vus détruits dans la vision de Kyoshi pour éviter qu'il ne soit trop content d'être arrivé à son objectif. Ils sont donc accueillis par Monsieur Bienvenu, puis rencontrent le chef de la tribu du Nord, le vieux maître Pakku et la princesse Yue. Un bon point par rapport au film, ils évitent autant que possible de filmer Yue de dos pour ne pas recréer le fameux plan de la tête de bite. Et ils ont raison. Aang leur parle immédiatement de sa vision, mais ils n'ont pas peur car ils ont le pouvoir de l'avatar désormais. Évidemment, Aang ne profite pas de l'occasion pour dire qu'il ne maîtrise encore aucun autre élément que l'air. Dans le dessin animé, à ce moment, il a déjà des bases de maîtrise de l'eau. Dans la série, que dalle. Sokka fait une fixette sur Yue, ayant l'impression de l'avoir déjà rencontré avant. Zhao fait semblant d'être en colère de la mort de Zuko, et Iroh lui répond que le responsable est Ozai. Zhao explique que ce dernier lui a donné l'ordre de mener une attaque contre la tribu du Nord, qui n'a jusqu'ici jamais été vaincue par la Nation du Feu. Ah super, on coupe sur Azula et Ozai qui n'ont rien d'intéressant à faire cette saison. Pour faire court, Azula se bat, Ozai dit qu'elle est nulle, Azula est complexée, wouh. Durant le festin, Aang et Katara ont un dialogue qui montre que même au bout de 7 épisodes, ces deux personnages n'ont aucune alchimie, c'est terrible. Mais on est sauvé de cet échange gênant par le vieux maître Pakku. Il explique à Katara que l'eau est l'élément du changement, ce qui est intéressant de la bouche du personnage qui va refuser le changement. Genre bon, revenons aux bases de la construction d'un arc positif de développement. Le premier truc que t'apprends, c'est que c'est un arc basé sur les croyances d'un personnage. Alice a une croyance au sujet du monde, d'elle-même, de quelqu'un d'autre, et réalise que cette croyance est erronée, ce qui lui permet de changer en mieux. Ici, l'arc de Pakku va être comme dans le dessin animé. Sa croyance initiale, c'est que le respect des tradition est la chose la plus importante qui soit, et donc qu'une fille ne peut pas apprendre la maîtrise offensive de l'eau. Du coup, si l'un des premiers trucs qu'on apprend sur lui, c'est qu'il considère que l'eau est l'élément du changement, ça marche moins bien. La série nous dit qu'il est pour le changement, qu'il voit ça comme une chose bénéfique. Sa croyance de base est déjà celle de la fin de son arc. C'était sans doute le pire personnage pour dire que l'eau est l'élément du changement et que les maîtres de l'eau tirent leur force de leur capacité à s'adapter au cours de la vie. Bref, Pakku lui indique qu'elle pourra s'entraîner auprès d'une maîtresse de l'eau, et pendant ce temps, Sokka va parler avec Yue en cuisine. Je ferai pas de commentaires sur le fait que Netflix ait choisi, pour développer la personnalité de Yue, de lui donner comme trait « Elle aime passer du temps dans la cuisine avec les enfants », mais nous sachons très bien. Sokka fait le faux pas numéro 1 à éviter lors d'un premier date et balance tous ses traumatismes d'un coup. Heureusement, Jean Rival intervient avant qu'il ne commence à dire que de toute façon, les filles préfèrent les connards. Sokka réalise alors que Yue est l'esprit renard qui l'a rendu furry. J'aime bien ce petit plan où les maîtres de l'eau font des icebergs pointus pour préparer les défenses. Il faut dire quand on aime les choses. Jean Rival demande des conseils de combat à Sokka qui, après tout, est capable de renvoyer des boules de feu avec un éventail. Et comment dire que Sokka a plus d'alchimie avec Jean Rival qu'avec Yue ? Comme ça, du coup. Aang admet enfin qu'il ne maîtrise que l'air et Pakku lui dit qu'il aurait peut-être dû s'entraîner pendant son voyage. Et il a raison. Katara découvre que les maîtresses de l'eau utilisent leur pouvoir pour soigner exclusivement et refuse catégoriquement de devenir la healeuse du groupe. On la comprend, c'est un rôle ingrat. Katara, une réaction en apprenant que les femmes n'ont pas le droit de se battre dans la tribu du Nord. Pourquoi je demande encore, moi ? Sokka flirte avec Jean Rival, je vous jure, y a pas la moitié de cette tension avec Yue, mais le scénario est plus important que l'alchimie. Non mais ces regards de désir là ! Yue emmène Aang devant la statue de l'avatar Kuruk, à qui il veut demander de l'aide. Yue lui explique que Kuruk n'est pas très respecté, parce qu'il s'est peu occupé du monde physique. On est sur de l'exposition nécessaire, ça va. Par contre, Aang qui répond pour expliquer comment ça s'applique à son propre arc de personnage, c'était pas obligé. Genre ça va, on peut deviner que la situation d'un ancien avatar reflète la situation de l'avatar présent. Et pourquoi il est aussi agressif quand il lui parle ? I hope you're right, because I need help. Chill mon gars, t'es censé être un moine, je te rappelle. Faut réaligner tes chakras un peu. Aang rencontre donc Kuruk, l'ancien avatar de l'eau, et bordel, donnez-lui des directions d'acteur à ce gosse ! Désolé, t'es réalisateur, tu vois que sur ton plan large, ton acteur principal a les bras ballants le long du corps, tu fais un truc, tu dis un truc. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? C'est parfait! Aang lui explique qu'il veut empêcher la vision de Kyoshi de se réaliser, Kuruk lui répond « You can't. » Ce que je trouve hilarant. C'est pas une critique, hein, c'est même un concept plutôt cool, l'idée que l'avenir est immuable, c'est juste que la réponse brutalement honnête me fait beaucoup rire.
Kuruk lui dit cependant que la vision n'empêche pas qu'il puisse repousser la Nation du Feu et que l'issue du combat dépend de lui. Aang lui demande de prendre le contrôle de son corps comme l'a fait Kyoshi, Kuruk explique qu'il ne peut pas à cause de ses aventures dans le monde des esprits. Ce qui est cool, mais rend encore plus dommage le fait qu'on n'ait pas eu d'explication du genre pour que Roku ne le fasse pas dans le dernier épisode. Surtout que dans le dessin animé, les commentaires de la vidéo m'ont fait remarquer que j'avais oublié ça, c'est Roku l'avatar qui prend le contrôle du corps de Aang. Kuruk raconte que Ko a dévoré l'amour de sa vie et insiste sur le fait que l'avatar doit être seul, sinon ceux qu'il aime souffriront. C'est le thème que veut explorer la série, on l'a déjà vu, et Kuruk a de très bonnes raisons de croire ça. Sokka arrive alors dans la pièce où Yue surveille le corps d'Aang, elle lui avoue qu'elle est l'esprit renard, puis explique sa backstory avec l'esprit de la lune, et je vous jure, c'est terrible comme il y a zéro atome crochu entre ces deux personnages. C'est douloureux à voir, parce que les acteurs font de leur mieux, mais ça colle juste pas, quoi. Bref, comme elle a un peu de l'esprit de la lune en elle, elle peut visiter le monde des esprits avec sa Fursona. Et attention, mesdames et messieurs, un scénariste a été payé pour écrire ces dialogues. Getting my face eaten by a predator or having to relive one of the most painful memories of my life. Painful? Sokka recommence à balancer ses traumas et Yue lui sort des conseils d'influenceuse lifestyle. Puis elle lui dit qu'il est le garçon de ses rêves. Et il se pécho, encore une fois sans trop de conflits ou d'obstacles avant. Genre dans le dessin animé, il y a un peu de tension. Ici, c'est encore terriblement... Attendez, est-ce qu'il se roule un patin à côté d'Aang inconscient ? Mais oui, bordel! On retrouve Katara qui marche en direction de Pakku, prête à en découdre et montrer qu'elle a beau être une ficée! Ah non, elle vient chouiner avec la conviction d'un poulet déplumé. Je vous jure, c'est pas par méchanceté. Dans le dessin animé, c'est comme ça qu'elle réagit. What do you mean you won't teach me? I didn't travel across the entire world so you could tell me no. Elle attaque, elle se défend, elle tient tête à Pakku comme elle tiendrait tête à n'importe qui parce qu'elle ne se considère pas comme inférieure. Et l'histoire ne la présente pas comme inférieure. En comparaison, dans la série... It's stupid and it's wrong. On dirait une gamine qui se fait remettre à sa place par un prof. Genre quand il dit ça. You're not strong enough. Women aren't strong enough. Elle dit rien! La Katara du dessin animé lui aurait balancé un fouet d'eau à la gueule! Où est la colère, la frustration? Pourquoi elle est juste déprimée? Au lieu de confronter le sexisme du vieux maître, elle va pleurer auprès d'Aang pour dire que c'est pas juste et qu'il devrait demander à Yue de régler le souci. Katara demande à parler au manager. Et comme Aang est dans son arc « je dois tout faire tout seul », il dit à Katara que le vieux maître a sans doute raison et qu'elle doit pas se mettre en danger. Et bordel, j'en ai marre des réactions de Katara face à l'adversité. Je veux pas voir cette version serpillère du personnage, parce qu'au lieu de s'énerver, elle prend le temps de le rassurer pour lui dire que ça va aller. Mais bon sang, bats-toi ma fille, prouve-leur que tu vaux mieux que ça. Regardez comment elle réagit quand Aang lui dit qu'il peut pas être l'avatar à ses côtés. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont blâmer l'actrice. Mais le script lui donne rien, elle a même pas un droit de réponse. Elle est forcée de froncer les sourcils et ouvrir la bouche pour indiquer qu'elle est choquée. Y a aucune performance qui peut sauver cet assassinat de personnage. C'est un crime. Bon, la flotte de la Nation du Feu avance vers le nord et Iroh explique à Zhao que son plan est complètement con. Mais Zhao dit qu'il a un atout dans sa manche, le destin, dans une petite boîte en bois. Iroh raconte ça à un soldat du feu anonyme, c'est Zuko, qui a survécu. Comment, vous me demanderez ? Il a sauté dans l'eau glacée. Alors ok, dans le dessin animé c'est pas mieux expliqué, mais dans le dessin animé, le bateau de Zuko n'explose pas au milieu d'une mer de glace. Il explose à quai sur un port plus au sud. Je dis pas que le dessin animé ne fait pas de facilité d'écriture, mais la situation est quand même vachement plus survivable. Zuko compte toujours capturer l'avatar et il y a une des rares blagues qui ont fonctionné sur moi dans toute cette série. The plan is to reclaim what's rightfully mine. So no plan. I'm working on it, uncle. Iroh nous dit alors qu'il est étonné du plan de Zhao. C'est comme s'il travaillait avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus intelligent. Et on coupe sur Azula. Donc si vous avez suivi, la série vient de nous dire qu'Azula est intelligente au lieu de nous le montrer. Et évidemment, c'est encore une super scène avec Azula et Ozai. Non, en vrai, Azula a son grand moment en refusant de faire ce que lui dit son père. Donc on établit qu'Azula s'est émancipée de l'emprise d'Ozai puisqu'elle est capable de lui tenir tête. Donc on pète les fondations de ses futurs arcs qui reposent sur le fait qu'elle fait tout pour obtenir l'approbation de son père. Cool. Cool. Très hâte de voir avec quoi ils vont remplacer ça dans les saisons suivantes. Je suis sûr que ce sera beaucoup mieux. Donc elle l'impressionne en maîtrisant la foudre et encore une fois quel échec! De 1, au lieu que ce soit un pouvoir qu'elle a déjà et qui établit son statut de prodige immédiatement, c'est quelque chose qu'elle a du mal à maîtriser et donc ça la rend moins crédible. Et de 2, qu'elle éclaire pitoyable! Elle fout même pas le feu au décor! C'est censé être la technique offensive ultime dans la maîtrise du feu, pas un effet pyrotechnique dans un épisode des Power Rangers! Bref, ainsi se termine l'assassinat du personnage d'Azula. Revenons à un autre assassinat. On retrouve Sokka qui dit à Katara que Pakku a tort et qu'elle a fait ses preuves et... En fait, il lui dit tout ce qu'elle aurait dû dire à Pakku et Aang dans sa scène précédente. Ils ont tellement massacré Katara qu'ils ont filé ses répliques à Sokka, qui lui dit à elle: bordel! Regardez la détermination, la colère, le sentiment d'injustice quand elle annonce sa décision. I'm gonna challenge Pakku to fight.
C'est à moi de l'affronter. Plaît-il? Moi de même. Espèce de rat, t'as tué mon frère. Laisse tomber, Sean. Tu sais même pas qui t'es en train d'imiter. Vous savez, une action vaut 1000 mots. La Katara du dessin animé aurait jamais dit « je vais défier Pacu tranquillement comme ça ». Elle l'insulte à son visage et lui dit « je t'attends dehors à la sortie ». I'll be outside if you're man enough to fight me. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Là, elle se justifie devant Sokka en disant carrément I know he's probably gonna mop the floor with me, but it doesn't matter. et vas-y qu'elle explique pendant 3000 ans pourquoi elle a pris cette décision et comment tout son chemin jusqu'ici a mené à blablabla. C'est pas censé être compliqué. Pacu la respecte pas parce qu'elle est une femme, ça l'énerve au point où elle oublie la bienséance et le provoque directement à la baston. Y a pas besoin d'un discours à la con. Arrête de me dire des choses évidentes, série. Pire, on a carrément besoin que Sokka donne sa bénédiction parce que Katara ne peut pas agir de son propre chef. Faut que son frère la soutienne dans tous ses choix et encore une fois, je vais rien dire, mais nous sachons. Donc on enchaîne et on ne nous montre même pas le moment où elle le provoque en duel. La scène commence avec Aang qui arrive dans un attroupement et Pacu qui lui dit « Je vais pas me battre avec toi !» Et encore une fois, putain, les bras ballants le long du corps quoi. Dans une rage folle, elle lui envoie donc de l'eau virtuelle qui ne mouille pas à la tête et Pacu accepte finalement le duel. Et c'est moche. C'est ultra cut, tourné dans un volume avec une lumière neutre qui vient du dessus, ça pète la règle des 180 degrés tous les 3 plans, il y a des ralentis laids, puis c'est mou sans déconner. Dans le dessin animé, Katara perd son ruban parce qu'elle se prend une mandale. Ici, parce que Pacu lui souffle dessus. Et on est sur une référence orpheline d'ailleurs, le ruban dans le dessin animé c'est ce qui met fin au combat parce que Pacu le reconnaît, on apprend qu'il l'avait offert à la grand-mère de Katara et ça lui rappelle qu'il a pas toujours été aussi attaché aux règles et aux traditions. Ici ça a été coupé, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le point faible du dessin animé c'est que Katara ne convainc pas Pacu en faisant ses preuves mais parce qu'il était amoureux de sa grand-mère. C'est pas génial comme résolution du conflit. La série va faire un meilleur choix à ce niveau mais du coup le truc du ruban c'est purement esthétique, c'est la forme par-dessus le fond. Je pinaille ici mais c'est pour montrer que le dessin animé était très minutieux dans son sens du détail. Dans la série, l'eau mouille pas. Et je maintiens, le combat est dégueu. Après le corps à corps ultra cut, on alterne entre des marionnettes numériques et des incrustations sur fond vert dégueulasse. Et ben si c'était pour faire autant d'animation, pourquoi avoir fait du live action? Je vous avais dit que j'y reviendrais. Cette série live action est remplie de scènes d'animation. Alors c'est de l'animation numérique réaliste, mais c'est quand même de l'animation. Et le fait est que l'animation permet de faire relativement facilement des choses qu'on ne peut pas faire en live action. De surcroît, l'animation 2D coûte beaucoup moins cher par plan que l'animation 3D réaliste. Genre Appa et Momo ne coûtent pas plus cher dans le dessin animé que Aang ou Katara, ce qui leur permet d'être toujours présents, même dans le fond, même sans rien faire. Ça leur donne une présence essentielle pour en faire des personnages dans le récit. Ma blague sur Momo qui se matérialise, c'est parce qu'il n'est jamais dans la série, sauf s'il a besoin de faire quelque chose. Et ça, c'est parce que c'est un personnage numérique dont chaque seconde d'apparition coûte super cher. Pour ce qui est des scènes d'action, effectivement, c'est plus cher que des scènes de dialogue, en 2D ou en 3D. Mais la différence de prix n'est pas la même. Une seconde d'action dans le dessin animé ne coûte pas 20 fois une seconde de dialogue. Dans la série, c'est sans doute dans cet ordre-là. Donc l'action est limitée aux scènes d'action, et ça joue dans la gestuelle des personnages. J'ai du mal à croire que cette marionnette numérique super agile est le même personnage que ce gamin aux bras ballants, alors que dans le dessin animé, la gestuelle d'Aang dans les scènes d'action et dans les scènes de dialogue est pas si différente. On retrouve la même énergie dans la façon dont il est animé. En fait, j'ai l'impression que c'est très con à dire, mais le dessin animé est si bien parce que c'est un dessin animé. Son univers et ses personnages sont enrichis par l'animation. Et c'est pour ça que quand on l'adapte en live action, une démarche qui sous-entend un peu que l'animation c'est un médium inférieur qui a besoin d'être adapté en une vraie série, mais ça c'est une autre problématique, ben on perd énormément. Et peu importe le budget pour les effets spéciaux, les décors, les costumes, on est toujours en train de colmater des trous qui n'existent pas en animation. On doit corriger des contraintes qui viennent uniquement du choix absurde de transcrire une œuvre dans un médium qui n'est pas adapté à elle. Et donc, on se retrouve avec énormément d'animation dans ce live action, parce que c'est le seul moyen de raconter cette histoire. Ce qui, à mon humble avis, soutient la thèse qu'il est impossible de faire un live action Avatar, mais bon, comme on en est déjà à la deuxième tentative, je pense que je parle à un mur. Katara a donc fait ses preuves face à Pacu et ça continue de m'énerver. Elle lui dit « But you still won't let me fight. » C'était ça l'enjeu? Elle voulait participer à la bataille? C'était pas prouver sa valeur, être entraînée, faire taire un vieux sexiste. Non, c'est juste qu'elle voulait avoir la permission de se battre. Mais ma fille, t'as pas besoin de demander la permission. Tu veux te battre, tu te bats, qu'est-ce qu'ils vont faire pour t'en empêcher? Se battre avec toi? Du coup, Pacu lui dit qu'il refuse toujours qu'elle se batte. Super. Au moins, elle a impressionné les plus jeunes. Et ensuite, avec la conviction d'une éponge, elle dit à Aang que c'est pas à lui de décider si elle se battra à ses côtés ou pas, et que si le passé est déjà écrit, personne ne peut dicter l'avenir. Et Momo se matérialise pour goûter les cendres qui tombent du ciel et annonce l'arrivée de l'ennemi. Time to fight. Désolé.
Promis, c'était la dernière fois. Passons au dernier épisode. Aang, Katara et Sokka mènent un assaut aérien sur un navire de la Nation du Feu en faisant un très bon travail d'équipe qui exhibe les points forts de chacun des membres de l'équipe. La mise en scène n'est pas incroyable, je fais des cauchemars en repensant à la façon dont bougent les marionnettes numériques d'Aang et Katara, mais en soi c'est une scène d'ouverture plutôt cool. Vous y habituez pas. Ils découvrent alors qu'il y a beaucoup de bateaux. Vraiment beaucoup. Plus de 10, je pense. Iroh essaie de dissuader Zuko de s'infiltrer dans la ville, mais celui-ci est déterminé à trouver l'avatar. Alors l'oncle lui donne les meilleurs conseils qu'il a pour réussir sa mission. Zuko fait une référence au fils d'Iroh pour des émotions instantanées, ajouter 300 ml d'eau bouillante, et Iroh lui dit de se souvenir de sa respiration de feu. Vous vous en souvenez? Non? Ah bah oui, c'était dans le dessin animé, ils ont oublié de l'inclure dans le premier épisode de la série. C'est con? Arrêtez de faire pleurer Iroh à chaque scène, bordel! Dans le dessin animé, il pleure pas une seule fois de la saison 1! C'est pour ça que c'est fort quand ça arrive! Le contraste! Zhao montre à Iroh son nouveau dirigeable dont le design a été volé à Abed. Pas cool! On vole pas Abed! Et on comprend qu'il veut contourner le front et s'infiltrer par les airs. L'assaut commence et la marionnette numérique d'Aang repousse un premier projectile. Katara rejoint Pakku pour lui demander la permission de se battre. Désolé, ça me fait rire parce que c'est absurde. Bon, un point pour la scène parce que au moins Katara a un peu de détermination et défend son point de vue. Oh mon dieu, ils ont mis du wokisme dans mon avatar! Comment ont-ils pu? Ce qui me fume, c'est que Katara n'arrive pas à convaincre Pakku, mais que la maîtresse de l'eau, qui n'avait eu qu'une seule scène dans laquelle elle défendait la tradition des femmes non combattantes, débarque soudainement pour demander à se battre. Et c'est elle qui le convainc! J'en peux plus! Il cède donc et les laisse, elle et Katara, mener les femmes au combat. Alors que Sokka se tient aux côtés de l'amour de sa vie, le chef lui ordonne de protéger Yue. Pourquoi les empêcher de s'aimer, hein? Des jeunes hommes rejoignent Katara car Pakku leur a ordonné de l'assister. Katara prend donc la responsabilité et le commandement de ses troupes pour faire ses preuves, c'est important pour son personnage. Il l'appelle même Maître Katara, ce serait un moment tellement stylé s'il avait été mérité. La nuit tombe et la bataille fait encore rage. Ah oui, donc on fait une grosse ellipse sur le début de la bataille, on montre pas comment les défenseurs gardent l'avantage. Cool, non, c'est vrai, c'est chiant les batailles, on va pas perdre du temps avec ça. Le dirigeable de Zhao s'envole à la lumière de la lune avec Iroh à bord qui explique que la lune donne son pouvoir au maître de l'eau et qu'il devrait reprendre l'assaut à l'aube. Mais Zhao explique que c'est la lune de glace, un événement particulier, et il fait un flashback sur comment il a préparé son plan. Désolé, je m'endors quand on me montre des événements qui auraient très bien pu être calés au moment où ils se sont déroulés pour créer un récit fluide avec de l'anticipation. Bref, le vieux sage de l'épisode 6 explique le délire des esprits de la lune et de l'océan qui descendent sur Terre lors de la lune de glace. Putain, c'est vraiment ça qu'on veut en plein milieu de la bataille épique qui termine la saison, un flashback d'exposition. On retrouve Aang sur Ohama Beach quand le fantôme de la force de Kuruk apparaît devant lui pour lui faire un résumé du scénario. Je vous jure, j'ai l'impression que les scénaristes ne savaient pas comment faire passer Aang de la bataille à la scène du jardin, alors ils ont dit Kuruk lui a dit tout ce qui se passait? Et genre ça commence de façon à peu près crédible, il dit My knife is near. Et effectivement, Zhao a récupéré son couteau dans les reliques de l'avatar. Mais ensuite, il explique tout le plan. Comment il sait? Genre il y a un micro caché sur le couteau? Et même si c'est possible dans le lore, c'est nul comme façon de raconter une histoire. Katara rejoint alors Aang, on va supposer qu'elle a abandonné les hommes et femmes sous son commandement, super. Et Aang lui dit qu'ils doivent trouver Sokka et Yue. Mais bordel, vous avez fait gaffe à ce que vous écriviez? Kuruk lui a dit Zhao cannot be allowed to meddle with the primal forces of nature. Comment Aang en tire la conclusion? We need to find Sokka and Yue. Parce que Aang ne sait pas que Yue a une part d'esprit de la lune, à part si elle lui a dit hors champ, ce qui serait une facilité d'écriture bien à chier. Je suis désolé, il faut un lien logique entre les événements, une cohérence au minimum. Au pire, une ligne de dialogue où Kuruk lui dit de trouver Yue, c'était pas dur à ajouter. Mais non. Donc Aang et Katara partent chercher Sokka et Yue pour faire avancer le scénario. Que font ces deux derniers? Oh non, un bâtiment s'écroule sur une enfant. Qui va la... Oh non, je suis désolé, c'est hilarant. Donc Momo s'est matérialisé pour se sacrifier dans cette scène et je ne peux pas la prendre au sérieux parce que c'est pas un personnage dans cette série. Donc Momo est mourant et on est censé être investi dans cette scène. Yue lui dit qu'elle peut le sauver et les emmène dans les jardins secrets, ce qui est pratique parce que comme ça, quand Aang les rejoindra, ça aura un rapport avec les esprits. Yue utilise le pouvoir de la lune pour soigner Momo qui pour la première fois va exister jusqu'à la fin d'une scène, mais le dirigeable de Zhao les survole. On retrouve alors Zuko sous la glace qui s'infiltre. La série passe complètement
complètement à côté de la tension liée au risque qu'il se noie ou que son cœur s'arrête à cause du froid. On n'a pas le temps et de toute façon on a oublié d'introduire la respiration du feu dans la série. Donc on retourne immédiatement au jardin et Momo se barre parce qu'on n'a plus le budget pour l'animer. Au moins ils ont pris la peine d'animer un plan où il quitte la scène. Zhao explique qu'il a emmené Airo avec lui car il est éduqué dans les affaires spirituelles et qu'il va les aider à trouver les esprits de la lune et de l'océan. Soit il l'aide, soit Zhao brûle tout le jardin. Ce serait un super dilemme pour Airo, mais vous inquiétez pas, Zhao va trouver les esprits tout seul. Ah bah faudrait pas que les personnages principaux aient des trucs trop intéressants à faire dans le récit non plus. Et là, sans déconner, les auteurs ont encore oublié ce qu'ils avaient écrit. Katara et Aang se dirigent vers le jardin. Aang dit « No, but I know where we need to go. Bordel, c'est pas ça que vous avez dit dans la scène d'avant. Vous avez dit... We need to find Sokka and Yue. » Et là, Aang sait qu'ils vont dans les jardins. Pourquoi pas en vrai? Kuruk aurait pu lui dire. Notez que Kuruk lui a pas dit, hein. Mais vraiment, il y avait aucun problème si c'était pas écrit avec le cul. Aang pouvait simplement ne pas dire on doit trouver Sokka et Yue. Il pouvait dire un truc du genre on doit aller quelque part ou suis-moi c'est important et ça aurait marché, ça aurait eu du sens. Mais non. Bref, Zuko les rejoint et Katara décide de l'affronter. Le combat est passable, Katara sort une réplique bien cringe avec zéro conviction, puis Zuko utilise la respiration de feu que la série avait oublié d'inclure au début. Aang débarque dans le jardin, tombe sur Sokka et Yue en étant surpris parce qu'il ne s'attendait pas à les voir là, parce que c'est écrit avec le cul. Il leur dit qu'ils doivent arrêter Zhao avant qu'il ne tue l'esprit de la lune. Encore un truc que j'adore quand des personnages disent qu'ils doivent faire un truc urgent, puis restent immobiles et ne font rien. Genre littéralement, Sokka dit « We can't let that happen. » et ça coupe sur Zhao, qui donc trouve les esprits sans l'aide d'Airo. Ce dernier proteste mollement en expliquant que c'est pas bien, et Zhao s'en tape. C'est terrible, Airo qui dit « Whatever you do to that spirit, I'll unleash on you tenfold! » Si tu sais à quel point ce qu'il fait est dangereux pour le monde, arrête-le au lieu de le menacer. C'est quoi ces personnages qui restent les bras ballants à rien faire? Donc Airo laisse Zhao attraper l'esprit de la lune sans rien faire, et attention les trois génies... Zhao! Aang l'interpelle et ils se tiennent les trois complètement à découvert. Je sais pas, ça aurait peut-être été le moment de faire une attaque surprise pour essayer de récupérer l'esprit et profiter d'un avantage. Peut-être que l'un des trois pouvait faire une distraction. Ah bah non, désolé, ça aurait cassé le scénario. C'est difficile, hein, d'écrire des histoires qui fonctionnent. Mais vous savez, s'ils avaient tenté une attaque furtive, ils auraient pu échouer et le scénario était pas cassé. Mais au moins les personnages seraient pas des gros débiles. Et là, Zhao menace de tuer l'esprit. Je rappelle que Aang a le pouvoir de soulever des choses avec l'air, que Sokka est capable de viser assez précisément avec son boomerang, et que Yue maîtrise l'eau et donc la glace. Il ne tente même pas de le désarmer ou de l'immobiliser. Aang lui dit « S'il vous plaît, faites pas ça !» et pose son arme par terre. Et là, Zhao lui dit I can wipe out an entire race of benders. Can you imagine what that's like? Ce qui de 1 est une réplique sortie de nulle part, parce que ça a été établi plus tôt dans l'épisode que s'il voulait éradiquer tous les maîtres de l'eau, il devait tuer l'esprit de l'océan, pas celui de la lune, qu'il a dans son sac et qu'il a choisi spécifiquement parce qu'il ne veut pas tuer les maîtres de l'eau, juste leur retirer leur pouvoir. Killing the ocean spirit would deprive waterbenders around the world of their lives. Men, women, children. I'm not a monster. Et Aang lui répond Yes. I can. Ben non, Aang! Toi, tu peux imaginer ce que c'est d'avoir perdu toute ta race, pas de pouvoir l'éradiquer toi-même! T'as pas compris la question? Et ce dialogue de merde, il existe juste parce que les auteurs voulaient faire un parallèle foireux avec la backstory de Aang. Mais ça marche pas parce que c'est pas ça les enjeux de la scène. Les enjeux, c'est que Zhao va détruire l'équilibre du monde, vu qu'il a pris le poisson blanc. Le poisson du génocide, c'était le noir. Du coup, Aang lance son jet de persuasion et fait un échec critique. Faut dire qu'il a très peu de points de charisme. Heureusement, Airo intervient enfin et lance une boule de feu sur Zhao qui lâche son sac. Aang maîtrise l'air pour le récupérer. Cette scène me fait mourir de rire. Airo oublie qu'il sait maîtriser le feu 5 secondes après l'avoir fait pour que Zhao ait le temps de tuer l'esprit. C'est ridicule. Genre, regardez son petit mouvement nul là. Bon, donc la lune est morte, les maîtres de l'eau n'ont plus de pouvoir et brûlent vivants. La vache. Brutal. Très jolie scène d'animation en tout cas, qui prouve encore que c'est une histoire faite pour être animée. Katara perd son pouvoir en plein combat contre Zuko. Est-ce qu'il va retenir son point montrant qu'il a évolué dans la bonne direction, ou bien va-t-il l'attaquer quand même car il n'est pas encore sur la voie de la rédemption? Ah, désolé, pas le temps pour développer les personnages, un palais leur tombe sur la gueule. Ils vont bien, vous inquiétez pas. Donc la Nation du Feu prend l'avantage sans problème face à des ennemis impuissants, et Jean Rival se sacrifie pour laisser le chef s'enfuir, il ne pourra donc jamais avouer son amour à Sokka. Pendant ce temps, Airo se souvient soudainement qu'il sait maîtriser le feu et attaque Zhao et ses hommes. Yue dit que sans la lune il n'y a plus aucun espoir, alors Aang l'écoute et décide de se sacrifier en fusionnant avec l'esprit de l'océan. Yue explique que s'il fait ça, il va disparaître, et Aang répond... Attendez, je précise juste, Katara n'est pas là pour entendre que Aang répond... I should have been lost 100 years ago.
This isn't my time or my world. On est d'accord, pendant que Aang disait ça, Katara était sous les décombres du palais. On est d'accord. Aang se transforme donc en Aangzilla. D'après Yue, ça veut dire que Aang n'existe plus. Zuko se relève, un palais sur la gueule c'est rien, et Iroh le rejoint et lui dit qu'il n'y a plus d'avatar, le forçant à fuir avec lui. Katara se relève à son tour, donc on est d'accord, elle était là, et un palais sur la gueule c'est vraiment rien, puis elle voit Aang dans son kaiju. On a de très beaux plans d'animation avec Aangzilla. Dans sa fuite, Zuko aperçoit Zhao et ne peut s'empêcher de l'attaquer. Donc baston cathartique. Zuko gagne et Zhao lui dit qu'Ozai ne croyait pas un instant qu'il réussirait sa mission et que c'était un jeu pour motiver Azula qui était en fait l'allié de Zhao depuis le début. Waouh, quelle révélation! Ah bah non, je m'en branle en fait. Zuko est donc frappé par ses daddy issues. Zhao essaye de l'attaquer par derrière, mais se fait défoncer par derrière par Daddy Iroh. Aangzilla déchire allègrement la flotte de Zhao, c'est cool l'animation, hein. Ce serait bien si c'était un médium respecté pour tout ce qu'il permet de raconter. Je vous assure, il n'y a pas une seule image en prise de vue réelle qui défile dans ce que je vous montre. On peut arrêter de bander sur le live action maintenant? Aangzilla finit avec un tsunami des familles, mais Aang a complètement perdu conscience. Katara crie alors, elle le supplie d'arrêter et de revenir, mais Aang n'est plus là. Pendant ce temps, Yue réalise qu'elle préfère être morte que de se taper Sokka, lui fait un bisou d'adieu, gèle ses pieds et va se sacrifier pour sauver la lune. Katara fait un discours pour sauver Aang, je vous laisse écouter ce passage. I know you think you don't belong in this world. You were never meant to die 100 years ago. On était d'accord qu'elle était sous un palais quand Aang a dit qu'il aurait dû mourir il y a 100 ans. Entre ça et la technique de Bumi, je suis forcé de croire que Katara peut voir et entendre à travers les murs. Aang se dit donc, elle est capable de savoir des trucs qu'elle devrait pas savoir, donc je vais pas la contrarier, et abandonne sa forme de Aangzilla. Tout est bien qui finit bien, regardez Aang sourit, c'est rare, profitez. Mais en fait non, tout n'est pas bien qui finit bien. Je vous rappelle que c'est la version sombre et sérieuse d'Avatar. Donc les gens sont blessés, ils pleurent leur mort, et nos héros traversent les ruines d'une bataille qu'ils ont failli perdre. Ah merde, Katara aurait peut-être pas dû abandonner ses troupes, il y a un gamin qui est mort sous ses ordres. Je suis certain que ce sera un point important de son développement de personnage dans la saison 2, et qu'ils vont pas du tout oublier ce détail. Qui n'a jamais causé la mort d'un ado, franchement? Jean-Rival est mort aussi, ne le dites pas à Sokka! C'en est trop pour la marionnette numérique de Aang qui s'enfuit en volant. On retrouve Sokka et le chef qui vient donc de perdre sa fille, et dans un cas fatal de personnage secondaire, c'est le père endeuillé qui réconforte Sokka qui a rencontré sa fille 2 jours auparavant. Ah bah c'est sûr, ça fout un coup, mais bon, tu sais ce qu'on dit. Une de perdue, 10 de retrouvée. Pacu rejoint Katara et lui dit: Do you remember how I told you water is the element of change? Oui, je me souviens. C'est cool que tu connaisses la morale de ton histoire depuis le début. Bordel, ça aussi c'était simple à pas foirer, ça aurait pu être une réplique de la grand-mère de Katara. Cette dernière aurait pu la dire à Pacu pendant leur combat, et là il pouvait lui ressortir et dire qu'il l'avait comprise et qu'elle a raison. Là, il dit juste « Je suis d'accord avec moi-même, j'avais juste pas compris ce que je disais avant ». Bref, il reconnaît sa valeur, une réaction à obtenir ce que tu as voulu toute la saison. Thanks. But Aang still has a journey to complete. Bordel! Tu existes au-delà de Aang, tu n'es pas une extension de son être, tu peux avoir tes propres pensées. Je suis pas fan du test de Bechdel comme mesure du sexisme dans une œuvre de fiction, parce que je trouve que ça représente pas grand-chose. Pour ceux qui ne savent pas, c'est se demander si dans une œuvre de fiction il y a au moins 2 personnages féminins nommés, et si ces 2 personnages ont au moins une discussion sans mentionner un homme. Je pense qu'il y a des œuvres très sexistes qui peuvent passer le test de Bechdel. Suffit d'écrire 2 femmes, Suzette et Bernadette, qui parlent de cuisine et de garder leur gamine. Et je pense que des œuvres pas sexistes du tout ne le passent pas parce que dans ce qu'elle raconte, une telle scène ne serait pas pertinente. Mais bordel, c'est la première fois que je vois un personnage féminin rater le test de Bechdel toute seule! Bref, Pacu lui dit qu'il la reconnaît comme maîtresse de l'eau, ce qui provoque une réaction extatique, et il lui donne de l'eau magique pour la suite de l'histoire. Zuko et Iroh s'enfuient en kayak et décident qu'il est temps pour eux de se reposer. Que fait notre héros jovial et bout en train? Ah, il est en train de pleurer devant les ruines laissées derrière lui, et on se reprend encore un dialogue sur la responsabilité parce qu'on en a jamais assez, c'est si bien. Et on finit la scène avec des répliques qui utilisent les caractérisations du dessin animé et qui dénotent complètement avec ce que les personnages sont dans la série, nous rappelant que c'était possible, mais qu'ils ont préféré les rendre plus chiants. Oh trop bien, encore une scène avec Ozai! Et on apprend qu'en fait, il avait tout prévu parce que son véritable plan, c'était que Azula conquiert Omashu hors champ. Putain, si ça avait été la première scène d'Azula, ça aurait été si bien. Pourquoi cette série s'auto-sabote à ce point? Ah, et encore une scène post-générique avec Ozai, juste pour annoncer la comète de Sozen. Super série. Merci d'annoncer les prochains trucs que tu vas mal adapter. Et c'est enfin fini. Permettez-moi une danse de la joie avant de faire ma conclusion.
Voilà, on peut y aller. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les réactions majoritairement positives à la série sur les réseaux, je me suis demandé si j'avais pas traversé un portail pour la 4ème dimension. Genre même des amis qui, je le sais, sont très fans du dessin animé. Je suis dans un univers parallèle où le dessin animé était pas bien en fait. Évidemment, je sais comment ça se passe quand on critique publiquement une œuvre populaire. Les gens vont pas regarder les vidéos et s'arrêter au titre et à la miniature. This is the way. Et ensuite ils vont réagir comme si c'était une attaque personnelle et vicieuse contre leur identité même. Ce n'est pas le cas évidemment. J'ai des amis qui ont bien aimé, je leur en veux pas. J'ai même des amis qui ont bossé sur la VF de cette série et je suis super fier d'eux. C'est pour ça que j'ai mis que des extraits en VO dans ma critique. Et oui bon je l'ai dit, j'ai été beaucoup moins indulgent que je le suis habituellement. Mais je pense que c'est pas déconnant de tenir une adaptation d'une œuvre aussi réussie qu'Avatar à un plus haut standard. C'est pas le film Patte Patrouille. Désolé pour les fans de la Patte Patrouille. Ne venez pas me casser la gueule dans 10 ans. Et bien sûr, il y a un paquet de critiques que j'ai faites qui sont là pour la blague. Je fais du divertissement avant tout. Si vous voulez extraire ma critique constructive, c'est généralement quand je fais une pause pour expliquer un concept d'écriture qui n'a pas été maîtrisé, ou dans le cas des épisodes 5 et 6, qui l'a été. J'ai parfois forcé le trait pour me moquer ou pinailler sur des points qui n'étaient pas si importants que ça. Comme j'ai dit, on est loin du niveau du film. Mais je peux pas prétendre avoir trouvé cette série bonne. Elle ne l'est pas. Il y a trop de bases qui ne sont pas maîtrisées, des incohérences importantes, des facilités d'écriture qui nuisent au visionnage. Et l'assassinat du personnage de Katara, pour moi, c'est impardonnable. Même dans le film, elle a plus de caractère, faute d'avoir la bonne ethnie. Mais bon, quand papa est milliardaire, tu peux avoir tous les rôles que tu veux. Mais ouais, moi, en voyant la série, je me suis dit... Bah, je comprends pourquoi les créateurs du dessin animé se sont barrés. Il y avait une direction de base qui a été prise et qui passe complètement à côté de l'esprit de l'œuvre originelle. Ce délire de faire une adaptation plus sombre et sérieuse, les mots des producteurs, pas les miens, bah c'est n'avoir rien compris à Avatar. Parce que le dessin animé est déjà sombre et sérieux. Pas en apparence, mais dans le fond. Pas en surface, en profondeur. Et si je devais résumer le souci principal qu'a cette série, c'est ça. Y a que de la surface. Tout est visible sous nos yeux et redondant, tout est explicite. Y a aucune attente entre le moment où on nous donne une information et le moment où elle joue un rôle dans le récit. Bref, ça prend les spectateurs pour des cons. Et quand t'avais un dessin animé pour enfants qui ne s'adressait jamais aux enfants comme s'ils étaient stupides, qui leur faisait confiance pour comprendre ce qui se passe, quitte à ce qu'ils loupent certains aspects plus adultes, qu'ils redécouvriront plus tard en grandissant, et que tu l'adaptes en une série plutôt pour ados qui considèrent son public comme des débiles sans mémoire, bah ça fait mal la vache. Oui, c'est un divertissement qui se regarde. Si tu fais pas trop gaffe à ce qui se passe à l'écran, c'est sans doute super. Non, le pire c'est que je pense que tu peux tellement aimer le dessin animé et l'avoir en tête que tu remplis toi-même les trous de la série avec tes souvenirs. Pour moi, c'est le seul moyen qui puisse expliquer que des fans aient aimé. Si tu as une image si vivace de Aang et Katara que tu arrives à les voir à travers ces versions Wish des personnages, peut-être que tu ne remarques pas à quel point ils ont été essorés au lavage. Mais justement, le dessin animé ne devrait pas servir de béquille à la série. Je l'ai dit, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle raconte sa propre histoire. Vous imaginez si les films du Seigneur des Anneaux comptaient sur le fait qu'on ait lu les bouquins pour comprendre l'histoire? Ce serait une catastrophe. Donc non, Avatar sur Netflix n'est pas une bonne adaptation. De 1 parce qu'on gagne rien en passant par ce nouveau médium, si tant est qu'on y passe vu la quantité d'animation, on est plus proche du remake dans un style graphique différent, mais en plus c'est pas une bonne série puisqu'elle tient pas sur ses propres jambes. Et si vous avez regardé et aimé, s'il vous plaît, allez voir le dessin animé, ou le revoir. Reprenez une dose de l'original, je pense que vous avez besoin de voir ce dont on vous a privé. Alors oui, il n'y a pas des magnifiques décors en 3D, les scènes d'action sont moins spectaculaires, mais sur tout le reste, c'est 1000 fois mieux. Maintenant, si vous me le permettez, faut que j'aille faire le deuil de mes cheveux. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Patreon pour que je m'en rachète. Ah, et si vous avez regardé ces 2 énormes vidéos jusqu'au bout, c'est peut-être le moment d'envisager de vous abonner. Soit ce que je fais vous plaît, soit vous aimez souffrir, dans tous les cas, vous y gagnez. Encore merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. Protégez vos données de navigation pour 2,03€ par mois seulement. Un énorme merci à Morgane Olenko, Pouillou, Arnaud, Billy, Radium, Laetitia, Femtom, Iwan R, le maître de Lépran, Fallait Lupus, Eliroc, Mer, Samy Angignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Emma Naïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix, Leof, Alikos, John M, Aristide Lagoupi et The Idiot. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, Tropper, out.